Tu dis que tu veux réussir, aimer, t'épanouir, mais pourtant, quelque chose en toi semble freiner à chaque fois que l'opportunité se présente. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais une force invisible que tu portes en toi? Pourquoi est-ce qu'on rêve si fort d'une vie différente et qu'on sabote dès qu'elle devient possible? Tu n'es pas seul. Derrière ce paradoxe, il y a des schémas profonds, des blessures enfouies et des mécanismes que ton esprit utilise pour te protéger, même si ça te détruit. Aujourd'hui, on va explorer les racines réelles de l'autosabotage. Pas de recette magique, pas de il faut croire en soi, mais une plongée sincère dans ce qui t'empêche de recevoir ce que tu veux le plus. Prêt à regarder en face ce que tu évites depuis si longtemps? Tu veux profondément changer ta vie. Tu ressens cette envie viscérale d'évoluer, de t'élever, d'obtenir enfin ce que tu sais que tu mérites. Pourtant, dès que l'occasion se présente, tu te retires, tu doutes, tu ralentis. Comme si ton propre esprit posait le pied sur le frein au moment précis où tu devrais accélérer. C'est là qu'apparaît le grand paradoxe. Comment peut-on vouloir quelque chose de tout son cœur et pourtant la fuir dès qu'elle s'approche? Ce n'est pas logique, mais c'est profondément humain. Notre esprit n'est pas programmé pour la croissance. Il est câblé pour la survie. Il préfère le connu, même douloureux, à l'inconnu, même prometteur. Alors quand tu approches d'un changement, ton système d'alarme intérieur se déclenche. Il te fait douter, repousser, éviter. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conditionné à te protéger du danger, même quand ce danger est une illusion. L'autosabotage ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, c'est une petite voix qui te murmure que ce n'est pas le bon moment. Parfois, c'est une vague fatigue, un besoin soudain de réfléchir encore un peu. En surface, ça ressemble à de la prudence. En profondeur, c'est souvent un mécanisme d'évitement bien huilé. Pense à ces projets que tu n'as jamais terminés, à ces relations que tu as laissées s'éteindre sans comprendre pourquoi, à ces opportunités que tu as laissées passer en te disant que tu n'étais pas prêt. Et si derrière tout ça, il y avait une peur d'avoir ce que tu veux, une peur qu'une fois obtenu, tu ne saches pas quoi en faire, ou pire, que tu le perdes. Un exemple classique, quelqu'un qui a toujours rêvé d'être artiste. Il travaille dur, développe son style, puis un jour, une galerie lui propose une exposition. Au lieu de se réjouir, il panique. Il commence à douter de son talent, à revoir chaque détail. Et il finit par refuser. Ce n'est pas de la modestie. C'est la peur de se confronter à la lumière. La peur d'être vu et peut-être rejeté. Ce paradoxe est d'autant plus fort quand ton rêve touche à ton identité. Si tu as grandi dans un environnement où tu as appris que tu n'avais pas de valeur, alors réussir, être aimé ou être libre peut activer une contradiction intérieure. Est-ce que je mérite vraiment ça? Et si la réponse inconsciente est non, tu trouveras 1000 façons de t'en éloigner. Et ce paradoxe ne s'arrête pas au projet professionnel. Il est partout. Dans l'amour, dans la santé, dans le bonheur même. Tu veux une relation saine? Alors pourquoi restes-tu attiré par des personnes indisponibles? Tu veux prendre soin de toi? Alors pourquoi sabotes-tu ton alimentation ou ton sommeil dès que tu te sens mieux? Parce que l'esprit retourne à ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, ce n'est pas toujours ce qui est bon pour toi. Reconnaître ce paradoxe, c'est déjà un acte de courage. Parce que cela exige d'admettre que tu es parfois ton propre obstacle. Pas parce que tu es brisé, mais parce que tu as appris à avoir peur de ce qui pourrait te guérir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce paradoxe n'est pas une fatalité. Il peut être observé, compris, dépassé. La conscience est la première clé. En devenant observateur de tes propres réactions, tu prends de la distance. Et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir de choisir. Choisir de ne plus obéir aux réflexes de peur. Choisir de continuer, même quand l'inconfort se présente. Ce paradoxe n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Il te montre où tu as encore peur, où tu as encore des croyances à déconstruire, où tu as encore des blessures à guérir. Tu n'as pas à l'éliminer. Tu as juste à ne plus le laisser décider à ta place. Tu veux savoir pourquoi tu bloques? Pourquoi tu freines au moment de recevoir ce que tu demandes depuis des années? La vérité, c'est que ton esprit te cache des choses. Pas pour te nuire, mais pour te préserver. Depuis toujours, ton cerveau trie, filtre
et classe les expériences en acceptables ou dangereux. Et ce tri n'a rien de rationnel. Il est émotionnel. Il se base sur des blessures passées que tu as enfouies sous le tapis, pensant qu'en ne les regardant plus, elles disparaîtraient. Mais elles ne disparaissent pas. Elles se transforment. En sabotage, en peur, en inertie, en excuse. Et elles réapparaissent précisément au moment où tu veux évoluer. Quand tu étais enfant, chaque expérience forte émotionnellement a laissé une empreinte. Si on t'a critiqué alors que tu étais vulnérable, tu as peut-être associé visibilité et danger. Si on t'a rejeté quand tu t'es exprimé sincèrement, tu as peut-être appris qu'être toi-même est risqué. Et ces messages ne sont pas partis. Ils vivent encore en toi. Et ils parlent plus fort que ta volonté. Le problème, c'est que tu crois souvent que tu choisis librement. Mais tant que tu n'as pas mis en lumière ces programmes inconscients, ce ne sont pas vraiment tes choix. Ce sont des réactions. Tu réagis à une mémoire enfouie. Tu crois décider, mais tu reproduis. Encore et encore. Et c'est insidieux. Parce que tu ne vois pas la source. Tu vois juste les résultats. Des projets avortés, des relations toxiques, une sensation d'échec répétitif. Et tu finis par croire que c'est toi le problème. Alors que le vrai problème, ce sont ces couches d'émotions non digérées que ton esprit a refoulées pour t'éviter de souffrir à nouveau. Ce que tu caches sous le tapis, ce sont des peurs. Mais pas n'importe lesquelles. Des peurs archaïques. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné. Ces peurs ne disparaissent pas avec des affirmations positives. Elles demandent à être reconnues, regardées, entendues. Et ton esprit, lui, fait tout pour éviter ça. Parce que regarder en face ses blessures, c'est inconfortable. C'est même douloureux. Alors il préfère créer des distractions. Perfectionnisme, suractivité, autocritique permanente, dépendance. Tout sauf le silence. Parce que dans le silence, ces voix refont surface. Et elles dérangent. Mais c'est précisément là que commence la transformation. Quand tu cesses de fuir ces voix. Quand tu t'assois avec ton inconfort, sans chercher à l'éteindre. Quand tu oses demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» et que tu écoutes vraiment la réponse. Il y a aussi cette croyance invisible. Si je réussis, je vais perdre quelque chose. Peut-être l'amour de certaines personnes. Peut-être ta place dans ton cercle. Peut-être ton identité actuelle. Alors, inconsciemment, tu choisis de rester petit. Non pas parce que tu n'as pas l'ambition, mais parce que ton esprit a associé la réussite à un danger de perte. Et c'est souvent ça que tu caches sous le tapis, la loyauté. La loyauté envers ton histoire, ta famille, tes anciennes versions. Tu as peur que si tu changes, tu trahisses. Mais tu ne trahis personne en devenant qui tu es vraiment. Tu honores ton chemin. Et ceux qui t'aiment vraiment, t'aimeront libre. Ton inconscient est comme un coffre-fort rempli d'émotions, de croyances, de souvenirs sensoriels et de conditionnements. Tu n'as pas la clé tant que tu refuses d'y regarder. Et parfois, ce que tu vas y découvrir, ce sont des émotions que tu croyais avoir dépassées. De la colère, du ressentiment, de la honte, du chagrin. Tu t'étais convaincu que c'était réglé, oublié. Mais non. Elles vivent là, tapies dans l'ombre, et elles influencent tes choix. Ne pas regarder ne les efface pas. Au contraire. Plus tu fuis, plus elles gagnent en pouvoir. C'est en les regardant que tu reprends le contrôle. En les accueillant sans jugement, tu reprends ton autorité sur ton propre esprit. Et il faut le dire, ce travail-là, il est inconfortable. Il demande de la patience, de l'honnêteté et du courage. Pas du courage bruyant, du courage silencieux. Celui de s'asseoir avec soi-même quand tout en toi veut fuir. Celui de se dire « Je suis prêt à entendre ce que je n'ai jamais voulu entendre ». C'est à ce niveau que l'évolution commence. Quand tu passes de la résistance à l'observation. Quand tu transformes le combat en curiosité. Et quand tu réalises que ce que tu fuyais, c'était une partie de toi qui avait besoin d'amour. Tu n'as pas à devenir une autre personne. Tu dois simplement récupérer les morceaux de toi que tu as abandonnés parce que tu pensais qu'ils étaient trop sensibles, trop émotifs, trop faibles, trop imparfaits. Mais ce sont précisément ces fragments qui contiennent ton pouvoir. Ton esprit cache ces parties non pas pour les effacer, mais parce qu'il ne savait pas comment les gérer. Il les a mis de côté en attendant que tu sois prêt. Prêt à les voir.
prêt à les aimer, prêt à les libérer. Et maintenant que tu sais où regarder, la vraie question devient: es-tu prêt à te rencontrer vraiment? Tu dis que tu manques de motivation, que tu attends juste un peu plus de clarté, un moment plus propice, une énergie différente. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas une question de timing. Ce que tu appelles procrastination, c'est souvent un masque, un déguisement derrière lequel se cache quelque chose de bien plus profond. Parce que si tu étais juste paresseux, tu ne souffrirais pas autant de cette immobilité. Tu ne serais pas aussi épuisé par tout ce que tu ne fais pas. La vraie fatigue, ce n'est pas de trop faire. C'est de vouloir avancer sans comprendre pourquoi tu freines. D'avoir 1000 envies, mais zéro mouvement. De sentir ce potentiel bloqué à l'intérieur, sans réussir à le libérer. Procrastiner, ce n'est pas retarder une tâche. C'est retarder un face-à-face. Avec toi-même. Avec tes doutes. Avec la peur que ce que tu vas créer ne soit pas assez. Avec l'angoisse que si tu donnes tout, et que ça rate, alors ça confirmera ce que tu redoutes: je ne suis pas capable. Et ça, c'est insupportable. Alors tu préfères rester dans cette zone tiède. Pas malheureux au point de craquer, mais pas bien non plus. Une sorte de neutralité sécurisante. Tu parles de tes projets comme si tu allais mettre bientôt, mais ce bientôt recule chaque semaine. Et chaque jour, tu perds un peu plus de confiance. Non pas parce que tu échoues, mais parce que tu t'abandonnes. La procrastination devient alors un système de défense. Une manière de ne pas confronter ta peur du rejet, de l'imperfection, de la réussite même. Parce que oui, réussir, ça fait peur. Ça t'oblige à sortir du rôle que tu connais. Ça t'expose. Et parfois, c'est cette exposition-là que tu redoutes. L'idée de ne plus pouvoir te cacher. De devoir assumer ta lumière. Et pourtant, tu continues de rêver grand. Tu continues de voir cette version de toi qui agit, qui crée, qui vit avec intensité. Ce n'est pas une illusion. C'est une mémoire de l'être que tu pourrais être, si tu te laissais la place d'exister pleinement. Mais tant que tu regardes ta procrastination comme un défaut de discipline, tu restes coincé. Parce que tu t'auto-flagelles. Tu culpabilises. Et cette culpabilité, loin de te motiver, te paralyse encore plus. Tu entres dans un cycle. J'évite, je me sens nul, je me juge, je me bloque, j'évite. Alors que si tu voyais la procrastination comme un signal, tout changerait. Un message codé de ton inconscient. Il y a quelque chose ici que tu ne veux pas ressentir. Et c'est ce ressenti évité qui te fige, pas la tâche elle-même. Prenons un exemple concret. Tu veux lancer ton projet artistique. Tu as l'idée. Tu sais comment faire. Mais tu repousses. Pourquoi? Parce que derrière ce projet, il y a ton cœur. Et le cœur, quand il s'expose, devient vulnérable. Alors tu préfères t'occuper d'autre chose. Regarder une vidéo. Nettoyer la cuisine. Réécrire ton planning. Tout sauf produire. Tout sauf créer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu choisis l'évitement, tu nourris le doute. Tu envoies un message à ton cerveau: je ne crois pas vraiment en moi. Et ton cerveau, obéissant, s'adapte. Il baisse ton niveau d'énergie, réduit ton focus et te fait croire que tu n'es pas fait pour ça. C'est faux. Tu n'es pas inapte. Tu es en conflit. Une part de toi veut avancer. Une autre a peur. Et c'est ce tiraillement qui épuise. Ce n'est pas la tâche qui est difficile. C'est le poids invisible qu'elle réveille en toi. Les attentes. Les blessures. L'envie d'être parfait du premier coup. Alors, que faire? Commence par faire de ta procrastination un allié. Demande-lui ce qu'elle essaie de te dire. Qu'est-ce que tu évites vraiment? Qu'est-ce qui t'effraie dans ce projet? Quelle image de toi est en jeu si tu passes à l'action? Pose ces questions non pas pour te juger, mais pour te rencontrer. Et ensuite, avance petit. Pas dans l'urgence. Pas dans la pression. Mais dans la présence. Un pas à la fois. Même minuscule. Même imparfait. Parce que ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte. C'est le mouvement. L'élan. L'élan qui brise le silence intérieur. Tu veux guérir de la procrastination? Apprends à te réconcilier avec l'idée de l'imperfection. Donne-toi le droit d'essayer sans être au sommet dès le premier coup. Laisse tomber l'image. Reviens au geste.
Reviens à l'intention. Procrastiner, c'est rester figé dans un entre-deux qui te vide. Bouger, c'est redonner du souffle à ton identité. Tu ne combats pas la peur. Tu choisis de ne plus la laisser être ta seule voix. Tu peux avoir des rêves immenses, une motivation brûlante et des objectifs clairs. Mais si, au fond de toi, tu crois que tu n'es pas digne de les atteindre, ton esprit fera tout pour les saboter. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas réussir. C'est parce que, quelque part en toi, tu crois que tu ne peux pas. Ou pire, que tu ne dois pas. Les croyances limitantes sont des vérités internes qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Elles ne sont pas logiques. Elles sont émotionnelles. Et elles se forment dans les premières années de ta vie, quand tu absorbes tout ce que tu vis, tout ce qu'on te dit, sans filtre. Si on t'a répété que tu étais trop, pas assez, différent, incapable, tu l'as intégré comme une donnée de base. Et cette donnée pilote encore tes décisions aujourd'hui. Tu peux penser « je ne mérite pas d'être heureux » ou « je dois travailler dur pour mériter l'amour » ou encore « je suis destiné à l'échec, c'est comme ça dans ma famille ». Et même si ces pensées ne sont pas conscientes, elles dictent tes choix. Elles influencent tes actions. Elles te font saboter inconsciemment ce qui va à l'encontre de ce que tu crois être ta vérité. Ce qui rend ces croyances si puissantes, c'est qu'elles sont silencieuses. Tu ne les entends pas. Tu les vis. Tu te comportes comme si elles étaient vraies. Et comme tu vis en fonction d'elles, tu crées une réalité qui les confirme. C'est un piège. Un cercle vicieux. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas intéressant, tu éviteras les opportunités de t'exprimer. Tu resteras discret. Et comme tu ne te montres pas, tu n'attires pas l'attention. Ton esprit dira alors « Tu vois, on ne s'intéresse pas à toi. C'est bien la preuve que tu n'es pas intéressant. » Tu valides ta propre croyance en agissant selon elle. Mais le plus dangereux, c'est quand ces croyances prennent une forme spirituelle ou morale. Comme « Je ne dois pas briller trop fort, sinon je vais déranger. » Ou « Je dois rester humble, donc je ne dois pas réussir trop vite. » Ces idées paraissent nobles. Mais elles te maintiennent petit, sous prétexte de vertu. Elles confondent humilité et effacement. Et parfois, ces croyances viennent aussi de loyautés inconscientes. Tu as vu ta mère se sacrifier toute sa vie? Alors tu crois que souffrir est normal. Tu as vu ton père tout abandonner pour subvenir aux besoins de la famille? Alors tu crois que poursuivre ton rêve est égoïste. Et même si tu ne le dis pas, même si tu ne le penses pas vraiment, tu agis comme si c'était vrai. Parce que ton corps s'en souvient. Parce que tu portes ça en toi. On parle souvent de liberté. Mais tant que tu n'as pas identifié les croyances qui t'emprisonnent, tu n'es pas libre. Tu es dirigé par un programme ancien qui te répète « Attention, n'y va pas. Ce n'est pas pour toi. » Et même si ton cœur hurle l'inverse, ta main n'appuie jamais sur le bouton. Parce que la peur d'avoir raison te paralyse. Et si j'essayais et que j'échouais? Mais voilà le piège. Ce n'est pas l'échec qui te bloque. C'est la croyance que l'échec te définit. Que si tu rates, c'est la preuve que tu n'es rien. Et tant que tu crois ça, tu ne peux pas te permettre d'essayer. Car chaque tentative devient une menace pour ton identité. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? Il faut d'abord faire un pas en arrière. Observer. Écouter ses voix internes. Identifier les phrases qui reviennent. Celles que tu ne dirais jamais à un ami, mais que tu te répètes à toi-même sans arrêt. Et là, tu verras, ces croyances ne sont pas toi. Ce sont des héritages, des constructions, des protections. Ensuite, il faut les confronter, les remettre en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment condamné à rester là où je suis? Qui m'a appris ça? Et pourquoi ai-je continué à y croire? Ce travail-là, c'est un nettoyage intérieur. Une mise à jour de ton système de pensée. Pas pour te bourrer de positivité vide, mais pour revenir à la neutralité. Pour dire « peut-être que je ne suis pas ce que je croyais être ». Et ce « peut-être », c'est déjà une ouverture. Un relâchement. Une brèche dans le mur. Et puis, il y a la répétition. Une croyance, c'est une pensée répétée assez souvent pour devenir une vérité. Alors pour la déconstruire, il faut de nouvelles pensées. Répétées. Ancrées dans l'expérience. Dans l'action.
Ce n'est pas suffisant de se dire « je suis capable ». Il faut se le prouver. Petit à petit. En osant là où tu fuyais. En avançant là où tu tremblais. Chaque action consciente que tu poses en contradiction avec une croyance limitante affaiblit son pouvoir. Et à force, tu changes ta réalité. Pas parce que le monde change, mais parce que tu ne regardes plus le monde avec les mêmes lunettes. Tu ne pourras peut-être jamais effacer toutes tes croyances limitantes, mais tu peux apprendre à ne plus les laisser te gouverner, à ne plus vivre selon elles, et à bâtir une vie alignée non pas avec tes peurs, mais avec tes possibilités. Tu veux changer ta vie, créer, aimer, réussir, mais une question silencieuse bloque tout ton élan. Est-ce que je le mérite vraiment? Cette question, tu ne la poses pas consciemment, mais elle agit. Elle est là, en filigrane, chaque fois que tu commences quelque chose. Et elle sabote, en douce, sans bruit. Parce que si tu ne t'aimes pas vraiment, profondément, tu ne laisses pas entrer ce qui pourrait te faire du bien. Même si tu le veux. Même si tu y penses chaque jour. Tu peux rêver de bonheur, mais si une part de toi croit qu'elle ne le mérite pas, tu repousseras tout ce qui pourrait y amener. Le manque d'amour de soi, ce n'est pas simplement se critiquer ou se juger. C'est plus subtil que ça. C'est quand tu ne prends pas soin de toi alors que tu en as besoin. Quand tu restes dans une relation qui t'abîme. Quand tu te fais passer après tout le monde. Quand tu banalises tes douleurs, tes besoins, tes envies. C'est quand tu expliques toujours les comportements toxiques des autres, mais que tu n'excuses jamais ta propre fatigue. C'est quand tu acceptes l'inacceptable parce que tu as appris à douter de ta propre valeur. Ce n'est pas un acte conscient. C'est une habitude. Une stratégie de survie devenue mode de vie. Et ce manque d'amour, tu ne l'as pas choisi. Il vient souvent de loin. D'un environnement où tes émotions ont été minimisées. D'une éducation où l'amour était conditionnel. D'expériences où tu as cru que ton existence devait être méritée. Alors tu as appris à te surveiller, à te corriger, à t'excuser d'être toi. Mais aimer les autres n'a jamais suffi à combler ce vide. Parce que ce que tu recherches, ce n'est pas seulement l'amour de l'autre. C'est le tien. Celui que tu ne t'es jamais vraiment donné. L'amour que tu n'as jamais osé réclamer. Parce que tu pensais que c'était trop. Que tu étais trop. Et ce manque, il est sournois. Il ne te dit pas « je ne m'aime pas ». Il te dit « je dois encore prouver quelque chose ». Il te pousse à en faire toujours plus, à viser la perfection, à te justifier sans cesse. Pas pour évoluer, mais pour être enfin digne d'être vu, entendu, respecté. Tu veux guérir? Commence par cesser de te traiter comme ton propre bourreau. Le plus paradoxal, c'est que c'est souvent les personnes les plus sensibles, les plus généreuses, qui souffrent de ce manque d'amour de soi. Parce qu'elles ont appris à donner sans recevoir, à écouter sans être écoutées, à valider les autres tout en se rabaissant elles-mêmes. Elles ont appris que leur valeur dépendait de ce qu'elles donnaient, jamais de ce qu'elles étaient. Et quand tu ne t'aimes pas assez, tu ne poses pas de limites. Tu acceptes des relations déséquilibrées. Tu laisses passer des injustices. Et tu appelles ça tolérance ou compréhension. Alors qu'en réalité, c'est une manière déguisée de te nier. Ce n'est pas de la bonté. C'est de l'oubli de soi. Tu crois que t'oublier est un signe de force. Que te faire passer en dernier, c'est noble. Mais en vérité, c'est une forme d'abandon de soi. Un abandon tellement habituel que tu ne le remarques même plus. Tu penses juste que c'est normal. Tu te fonds dans les attentes. Tu deviens invisible. Et tu crois que c'est ça, la paix. Alors que c'est juste l'absence de conflit. Pas la présence d'amour. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Recommencer à s'aimer, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se répétant des mantras. C'est réapprendre à se respecter dans les choix quotidiens. C'est dire non quand tu veux dire non. C'est dire oui à ce qui te fait du bien, même si ça dérange. C'est sortir de la dépendance à l'approbation des autres. C'est choisir de s'écouter avant d'écouter tout le monde. C'est arrêter de se comparer. C'est cesser d'attendre la validation extérieure pour exister intérieurement. C'est se donner la permission de vivre ici et maintenant. Et c'est aussi, surtout, te pardonner. Te pardonner d'avoir cru que tu n'étais pas assez. Te pardonner d'avoir accepté si peu.
Te pardonner d'avoir douté de toi, encore et encore. Pas pour effacer le passé, mais pour ne plus t'enchaîner à lui. Parce que chaque fois que tu t'es jugé, tu n'as fait que répéter un discours que tu n'avais pas choisi. Une voix apprise. Une voix qui ne t'appartient pas. Et il est temps de la faire taire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Tu dois juste arrêter de croire que tu ne le es pas déjà. Ton existence suffit. Ta sensibilité est une force. Ton chemin, même imparfait, a de la valeur. Le monde ne t'offrira pas ce que tu refuses de te donner. Et tu ne peux pas attirer une vie pleine si tu te vides toi-même pour plaire. L'amour de soi, ce n'est pas un luxe. C'est la base. C'est ce qui te permet de dire « Je suis prêt à recevoir ». Pas parce que j'ai tout réparé, mais parce que j'existe. Et que c'est suffisant. Tu dis que tu veux changer. Mais quand l'occasion se présente, il y a comme une résistance. Un blocage. Une peur que tu n'expliques pas. C'est étrange, non? Vouloir aller mieux. Et en même temps redouter que ça arrive vraiment. La vérité, c'est que changer, ce n'est pas juste adopter de nouvelles habitudes. C'est remettre en question une partie de ton identité. Et ça, ton esprit le redoute. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il deviendra si tu ne restes plus la personne que tu as toujours été. Changer, c'est comme mourir à une version de soi. Et même si cette version te fait souffrir, elle te rassure. Elle est familière. C'est elle que tu connais, que les autres connaissent. C'est elle qui a appris à survivre, à fonctionner, à s'adapter au monde. Alors quand tu veux évoluer, ton esprit tire la sonnette d'alarme. Il te dit « Et si ce nouveau toi n'était pas accepté ? Et si tu perds tes repères ? Et si tu te trompes ?» C'est la peur de l'inconnu. Mais c'est aussi la peur de perdre ta place. De ne plus savoir qui tu es, ni où tu vas. Tu vois, on s'attache à nos douleurs. On s'identifie à nos blessures. À force de vivre avec, elles deviennent une part de nous. Et l'idée de les guérir devient inconfortable. Parce qu'elle sous-entend qu'on devra apprendre à vivre autrement. À penser différemment. À aimer autrement. Et surtout, à ne plus se cacher derrière l'excuse du passé. Mais il y a autre chose, plus subtile encore. Parfois, on a peur de devenir ce qu'on a toujours voulu être. Parce que cette version de nous n'a plus d'excuses. Elle n'a plus de « je ne peux pas parce que » elle est libre. Et la liberté, ça demande de la responsabilité. Ça demande d'assumer ses choix. De ne plus blâmer l'extérieur. C'est plus facile de dire « je suis comme ça » que de dire « je peux changer », mais je ne le fais pas encore. Le changement, ça force à se regarder en face. Et ce n'est pas toujours agréable. Ça oblige à faire le tri. À laisser partir ce qui ne nous ressemble plus. Parfois même des personnes, des habitudes, des rêves qui n'étaient jamais vraiment les nôtres. Et c'est là que la peur devient intense. Parce qu'on sent que ce changement est irréversible. Qu'une fois franchi un certain cap, on ne pourra plus revenir en arrière. Et ce non-retour fait peur. Même s'il mène vers quelque chose de mieux. Parce qu'il implique de lâcher le connu pour le vrai. Alors ton esprit freine. Il temporise. Il crée des doutes, des confusions, des retours en arrière. Pas parce qu'il veut te nuire, mais parce qu'il veut te protéger. Il ne comprend pas que tu veux simplement évoluer. Il pense que tu veux te mettre en danger. Il associe nouveauté à risque, même si cette nouveauté est ta libération. Mais tu peux rassurer cette part de toi. Tu peux lui dire que changer ne veut pas dire perdre. Que tu peux te transformer sans te trahir. Que tu n'as pas besoin de renier ton passé pour aller vers ton futur. Que tu peux évoluer en restant fidèle à ce que tu es, dans ta version la plus authentique. Changer, ce n'est pas se renier. C'est se retrouver. C'est revenir à une version plus vraie de toi-même. Une version moins conditionnée, moins figée, plus vivante. C'est comme enlever les couches de peur, de protection, d'habitude, pour enfin respirer. Et cette peur que tu ressens, c'est bon signe. Elle montre que tu es à la frontière de quelque chose de nouveau. Elle montre que ton ancien toi sent qu'il est sur le point d'être dépassé. Ne la combats pas. Accueille-la. Et avance quand même. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu n'es pas prêt. C'est justement parce que tu es prêt que la peur se manifeste. Elle t'indique que tu t'approches du vrai changement. De celui qui compte. De celui qui transforme. Alors avance.
même tremblant, même lentement. Parce que chaque pas dans la direction de ton évolution est une victoire contre l'ancien conditionnement. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as juste besoin de dire oui. Oui au mouvement. Oui à l'inconfort. Oui à la vie qui t'attend, de l'autre côté de ta peur. Tu as compris d'où vient le sabotage. Tu as vu les peurs, les croyances, les schémas. Mais alors maintenant, quoi? Comment on fait pour sortir de ça? Comment on se libère vraiment? Comment on reprogramme ce qui a été ancré pendant des années? La première étape, c'est la conscience. Rien ne change tant que tu ne vois pas. Tant que tu restes en pilotage automatique, tu rejoues le même scénario. Mais dès que tu observes, sans te juger, sans fuir, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, tu crées un espace. Et dans cet espace, tu peux choisir autrement. Cette conscience, elle demande de ralentir, de sortir du bruit, d'arrêter de tout remplir. Parce que tant que tu cours, tu ne peux pas entendre ce que ton inconscient te souffle. Tu confonds activité et clarté. Mais c'est dans le silence que tes vérités profondes remontent. Prends le temps de t'écouter, vraiment, même si ce que tu entends est inconfortable. La deuxième étape, c'est l'acceptation radicale. Regarder en face ce que tu refuses de voir. Accueillir ta part blessée, ta part en colère, ta part fragile. Ne plus faire semblant que tout va bien. Parce que ce que tu refuses de sentir continue de diriger ta vie. Tu veux guérir? Arrête de résister. Arrête de vouloir aller bien à tout prix. Sois vrai d'abord. Sois là, avec ce qui est. Et tu verras, c'est en acceptant ta douleur que tu la libères. C'est en accueillant ta peur que tu la désarmes. Tout ce que tu acceptes se transforme. Tout ce que tu fuis persiste. Et ensuite vient le choix conscient. Tu as un pouvoir que tu oublies, celui de choisir. Choisir de ne plus répéter. Choisir de ne plus attendre l'approbation. Choisir d'agir, même quand tu trembles. Pas à pas. Pas pour tout changer d'un coup, mais pour incarner une nouvelle direction. Ce choix-là, il doit être nourri tous les jours. C'est un engagement avec toi-même. Ce n'est pas un coup d'éclat. C'est une discipline intérieure. Un pacte avec ton futur. Chaque matin, tu peux poser une question simple. Quelle est la version de moi que je choisis d'alimenter aujourd'hui? Et chaque soir, tu peux la regarder dans les yeux, cette version, et lui dire « Merci d'avoir tenu, même un peu ». Tu veux reprogrammer ton destin? Commence par changer ton dialogue intérieur. Parce que ta voix intérieure, c'est ton logiciel de base. Si elle est dure, tu vas t'auto-saboter. Si elle est douce mais ferme, tu vas te soutenir. Tu n'as pas besoin de te parler comme un coach militaire. Tu as besoin de te parler comme on parle à quelqu'un qu'on aime. Avec clarté, avec respect, avec patience. Avec exigence, oui, mais jamais dans la violence. Ta voix devient ton guide. Sois ce guide-là pour toi. Autre levier puissant, l'action symbolique. Tu veux couper avec un ancien schéma? Fais un geste clair. Écris cette lettre que tu n'as jamais envoyée. Ose dire ce que tu n'as jamais dit. Range ce tiroir que tu n'as jamais osé ouvrir. Crée une rupture dans le réel pour ancrer le nouveau en toi. Les petits gestes déclenchent les grandes bascules. Mais n'oublie pas que reprogrammer son destin, ce n'est pas tout contrôler. Ce n'est pas devenir une machine à productivité ou à perfection. C'est au contraire, reprendre ton autorité intérieure. Dire « je suis responsable de ma part ». Et cette part-là, je vais la choisir avec conscience. Il faut aussi apprendre à tenir dans l'inconfort. Parce que reprogrammer, ça bouscule. Ça fait remonter les vieux réflexes. Les envies de fuir, de douter, de tout abandonner. Ce n'est pas un échec. C'est le processus. Tu n'effaces pas des années de conditionnement en quelques jours. Tu apprends à te tenir droit dans la tempête. À rester debout au milieu du chaos. Et pour ça, il te faut du soutien. On ne guérit pas seul. On évolue mieux quand on est entouré. Pas forcément d'une foule, mais d'au moins une personne qui peut te rappeler qui tu es quand tu l'oublies. Cherche des voix qui t'élèvent. Des espaces où tu peux être toi, sans masque. Crée ces cercles où la vulnérabilité est un atout, pas une faiblesse. Reprogrammer son destin, c'est aussi changer ses références. Tu veux un nouveau futur?
Alors ne t'inspire plus des modèles qui t'écrasent. Regarde ceux qui incarnent ce que tu veux vraiment vivre, la paix, la liberté, l'authenticité. Observe leur posture, pas seulement leur succès. Parce que le succès sans paix intérieure, c'est juste une autre prison. Sois sélectif avec ce que tu appelles réussite. Tu peux aussi utiliser des outils concrets, journaling, visualisation, respiration consciente, méditation, mouvement corporel, thérapie, écriture intuitive. Mais ce n'est pas l'outil qui fait le travail. C'est l'intention derrière. C'est l'honnêteté avec laquelle tu l'utilises. Si tu veux fuir, même une pratique sacrée devient une distraction. Si tu veux te rencontrer, même un geste banal devient sacré. Alors sois honnête. Reviens au vrai. Reviens à toi. Rappelle-toi que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste cesser d'être celui ou celle que tu as appris à être pour survivre. Et commencer à être celui ou celle que tu veux être pour vivre. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de te fuir. Quand tu cesses de chercher à t'améliorer pour enfin exister, et que tu choisis simplement d'exister pleinement, maintenant. Sans condition. Sans compromis sur l'essentiel. Ton destin, ce n'est pas une ligne tracée à l'avance. C'est un terrain à cultiver. Chaque choix est une graine. Chaque action est une racine. Chaque pensée est un arrosage. Et chaque jour, tu décides, est-ce que je vais reproduire ou créer? Est-ce que je vais survivre ou incarner? Alors ne cherche plus la méthode miracle. Tu es la méthode. Tu es l'espace où tout peut se transformer. Pas en un jour, mais à partir d'aujourd'hui. Ici, maintenant.